La revue des revues, une émission présentée par David Reynard. Vient de sortir le livre de Josie Eisenberg, Mots de tête, un livre euphorique paru aux éditions David Reynard. Disponible chez votre libraire. La revue des revues, une émission de David Reynard avec David à la technique. Bonsoir. Ce soir, je reçois Jean Robin. Jean Robin, bonsoir. Bonsoir David. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est très honoré de vous recevoir parce que vous êtes connu comme étant un éditeur, un essayiste. Vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages et aussi journaliste. Et vous animez un site qui rencontre un très grand succès sur la toile, Enquête et débat, dont on va parler. Jean Robin, donc, vous êtes aussi en but à une certaine censure de la part des médias. On peut même parler d'un boycott. Vous nous en parlerez aussi. Tout à fait. Et alors, on peut dire aussi, si vous êtes d'accord, puisque vous êtes, je le disais tout à l'heure, il y a 2 secondes que vous étiez éditeur, c'est que là, et que vous êtes donc un intellectuel, votre site se présente comme un prolongement naturel de votre réflexion. Tout à fait, un prolongement naturel de ma réflexion et de la maison d'édition que j'ai créée il y a 7 ans, précisément pour publier des livres refusés ailleurs pour de mauvaises raisons. Donc déjà pour lutter contre la censure, parce que je rappelle que le tout premier livre que j'avais publié et pour lequel j'avais été reçu à Judaïque FM par Benjamin Petrover à l'époque, c'était un livre sur la télévision publique et notamment Thierry Ardisson, que je me glorifie d'avoir contribué à éjecter du service public. Donc, Ils ont tué la télé publique, c'était aux éditions du journaliste continu. Tout à fait. En 2006. Voilà, et c'était ma maison d'édition qui a été rebaptisée rapidement après Tatami. Et j'en profite pour vous remercier et remercier Judaïque FM, puisque vous êtes une des seules radios à m'inviter aujourd'hui. Alors que j'ai une production personnelle et d'éditeur qui est assez importante. Donc il y a, je pense, en effet un boycott. Et le but de la revue que j'ai appelée Enquête et débat, c'était en effet, les livres c'est bien, mais on est encore dépendant des médias pour faire parler de nos livres. Or, quand vous avez un site internet, vous pouvez interviewer des gens, vous pouvez faire parler déjà vos auteurs, et puis vous pouvez organiser des débats autour de ces livres. Alors on peut déjà en citer 2 qui intéresseront les auditeurs. Il y a 2 livres que vous venez de sortir. Un livre donc de Léon Bessis qui s'appelle Les vérités sur le Moyen-Orient pour contrer la désinformation, avec une préface du député des Alpes-Maritimes, Rudi Sall. Tout à fait, et qui est un grand défenseur d'Israël et de la communauté juive depuis pas mal de temps maintenant. Et un livre important aussi, L'État à l'étoile jaune, de Guy Millière aux éditions Tatami. Voilà, Guy Millière que nos auditeurs connaissent évidemment. Et ça, c'est un livre fondateur, je pense, parce qu'il explique ce que tout le monde avait compris, mais encore fallait-il avoir le talent pour mettre des mots sur des concepts. Il explique que l'étoile jaune, elle est plus sur les Juifs actuellement, elle est sur Israël. C'est-à-dire que ce déchaînement de violence verbale et même physique parfois, se retrouve sur l'État juif sans que cela pose le moindre problème, puisque c'est l'antisionisme. Donc ça, on a le droit. Alors que l'antisémitisme, évidemment, est banni, sauf que tout le monde sait maintenant, j'espère, et Guy Millière le rappelle, que derrière l'antisionisme se cache la plupart du temps un antisémitisme larvé ou carrément assumé. D'accord. Alors, je vous ai aussi invité parce que vous avez fait une série. J'ai vu, je fréquente votre site, comme je pense. Ce qui m'honore. Non, c'est gentil. Et donc, j'ai vu que vous notamment au sujet du dernier livre que vous avez sorti, le livre noir de la gauche. Alors, on peut se retrouver ou pas sur le même échiquier politique que vous, mais il n'empêche pas moins qu'en démocratie, on peut aussi penser qu'il n'y a aucune raison pour que vous soyez censuré par quiconque. Vous avez fait une série de vidéos où vous avez bien montré, et c'est ce qui m'a au départ un peu motivé pour vous demander de nous faire l'honneur de venir dans notre studio, que effectivement les personnes enfin les gens connaissent votre livre ou le feignent de ne pas le connaître, mais en tout cas personne ne vous a invité, tout le monde a refusé de parler de ce livre de façon quand même, je veux dire, ça dénote selon vous
une censure et vous combattez justement pour la liberté d'expression. C'est ça. C'est votre le credo. Bien sûr. En fait, on aurait tout lieu de penser que la gauche étant au pouvoir depuis maintenant 1 an, avec François Hollande, avec l'Élysée, mais aussi le Sénat, enfin, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est très longue, nous sommes 2 journalistes seulement à avoir commis un livre contre la gauche depuis que François Hollande est au pouvoir. Donc je vais le citer, c'est Bruno Delapalme qui a écrit 100 ans d'erreur de la gauche, qui est un fondateur de Capital sur M6, donc c'est quand même pas n'importe qui. Lui non plus, lui comme moi, donc qui suis l'auteur du livre noir de la gauche, ne sommes invités nulle part, y compris dans des médias dits de droite. Le Figaro n'en a pas dit un mot, Valeurs Actuelles non plus. Donc là, on peut se poser Vous quand même avez des eu les questions. honneurs du Nouvel Observateur il n'y a pas si longtemps. Oui, mais alors pour de d'autres la raisons. une du Nouvel Observateur, il me semble. Pour d'autres raisons, c'est-à-dire que ces gens-là, parce que j'ai l'heure de critiquer l'islam, me qualifient de facho. Hein. C'est la gauche, justement, c'est ce que j'explique dans le livre noir de la gauche, et c'est pour ça qu'ils ne parlent pas de ce livre, c'est qu'en effet, les 3 totalitarismes du XXe siècle sont de gauche, en fait, y compris le national-socialisme. C'est un raccourci, Jean. Robin. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir les sources qui le disent et qui le confirment, c'est-à-dire Goebbels lui-même se réclamait du socialisme, ça il faut le savoir, et Hitler se réclamait de Marx. Donc en fait en allemand, vous savez il faut intervertir les mots, donc c'est en fait le socialisme national. Donc les nazis mettaient le socialisme avant le nationalisme, et évidemment ils mettaient le racisme avant le socialisme. D'accord, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si on retrouve des gens, si vous voulez, qui se réclament de l'idéologie, enfin qui se réclament, qui en tout cas ont des sources qu'on peut trouver équivoques, et qui iraient jusqu'à l'apologie du nazisme ou la suprématie, enfin la théorie des races, etc. C'est plutôt du côté de l'extrême droite que du côté du Parti socialiste. Alors justement, ça c'est un débat, parce que historiquement, l'antisémitisme, déjà, moi je reviens là-dessus dans le livre noir de la gauche, c'est important. On nous parle toujours de Gobineau, c'est vrai qu'il a écrit ce livre horrible sur l'inégalité des races, mais on ne parle jamais, par exemple, de Vacher de la Pouge, qui était un socialiste et qui développait exactement les mêmes thèses au même moment, et qui a eu beaucoup d'influence sur la gauche, sans parler de Marx, évidemment, avec son livre sur la question juive. Marx qui était certes juif, mais qui était aussi un antisémite forcené et qui a... Auteur sur la question juive. Voilà. Et c'est lui qui a théorisé le fait de devoir être antisémite pour pouvoir être socialiste. Voilà, c'est quand même grave. Et ces racines-là, on les retrouve, selon moi, aujourd'hui. Évidemment que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas se dire national-socialiste. Bon. Mais quand on creuse un peu, quand on regarde un peu ses fréquentations, notamment au niveau international, Chavez, Ahmadinejad, qui sont ces gens-là qu'il soutient? Il a été soupçonné récemment d'antisémitisme suite à ses diatribes sur Pierre Moscovici. Je pense que tout cela n'est pas hasardeux, voyez, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Bon. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais il y a un antisémitisme de gauche, et ça, Maître Golnadel le répète à qui veut l'entendre. Là-dessus, non. Voilà. Là-dessus, et on se retrouve là-dessus. Là-dessus, on se retrouve tout à fait. D'ailleurs, vous dénoncez de façon récurrente. Ceci dit, ça me semble juste trop rapide de faire d'aller trouver dans la virtuosité généalogique du Parti socialiste des racines qui iraient jusqu'à Goebbels, quoi. Et pourtant, quand on regarde un peu les sources, le Parti socialiste déjà a fait donc scission du Parti communiste en 1921. D'accord, donc c'est la même souche au départ. Et le Parti communiste a fait alliance avec Hitler lors du pacte germano-soviétique. Et ils avaient, si on regarde les années 30, pourquoi est-ce que la France a connu la défaite? C'est parce que la gauche, c'est-à-dire même Léon Blum, et ça j'y reviendrai parce que c'est important, mais même Léon Blum et Thorez ont dit sans arrêt pendant les années 30, il faut désarmer le pays. Et donc, face à Hitler, on connaissait parfaitement, et ces gens-là connaissaient parfaitement les actes antisémites et la montée de l'antisémitisme. Je veux dire, la nuit de cristal, c'était en 1938. Dès 1933, vous voyez des juifs qui étaient obligés de laver les trottoirs avec des brosses à dents. Il y a des photos, enfin, c'est très clair. Mais
Non, il ne voulait pas. Et puis de toute façon, il y avait un ennemi commun, c'était la social-démocratie, entre les communistes et les nazis. Donc en Allemagne, et ça c'est très documenté, ils ont fait alliance. Et ça s'est traduit en 1939 par le pacte germano-soviétique. Mais aujourd'hui, on viendrait nous dire, mais non, il n'y a aucune espèce de relation entre le national-socialisme et le communisme, et donc la gauche. Bah si. Voilà. D'accord, donc on voit que vous êtes, Jean Robin, un auteur qui n'hésitait pas à aller très à contre-courant. Contre-courant, oui. J'entends ce que vous dites. Mais simplement, des fois, je suis assez étonné en lisant Enquête et débat parce que votre passion de la vérité, on pourrait dire les choses comme ça. Alors, je vous ai dit que la généalogie, des fois, entre les sociodémocrates et Goebbels me paraît très hasardeuse selon moi, mais après je vous laisse la responsabilité là-dessus. Et je laisse les auditeurs le découvrir en lisant votre livre. Voilà. Par contre, je suis très étonné parce que votre passion de la vérité vous amène à faire complètement abstraction de la... Enfin, vous n'avez aucune stratégie marketing ou aucune stratégie... Là, toute vérité, je dirais presque toute tension est bonne à prendre. Si vous avez quelque chose à dire et que vous avez envie de le dire, vous le dites. Mais vous devez avoir une quantité d'ennemis. Oui, alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on se fait une quantité d'ennemis folle, mais aussi beaucoup d'amis dans tous les milieux. Dont nous ici. Bien sûr, bien sûr. Et je vous en remercie. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple parce que on a l'impression que je suis une girouette, mais ce n'est pas moi qui suis une girouette, c'est simplement la vérité qui est un peu partout. Donc, soit on décide qu'elle est enfermée dans une chapelle et qu'elle n'en sortira jamais, mais ça se saurait, ça fait quand même 4000 ans qu'on la cherche, soit on décide qu'elle est un peu partout, et ça c'est l'école philosophique dont je me réclame, qui s'appelle l'éclectisme. Et l'éclectisme, ça consiste à écouter tous les points de vue pour pouvoir se faire son propre point de vue. Et c'est très proche d'ailleurs de la démarche talmudique. Si vous lisez Rabbin Marc-Alain Waknin, vous allez trouver des sources talmudiques à la démocratie. Lui-même parle d'une démocratie talmudique comme étant la source même de la démocratie. Donc, moi, j'y suis très sensible. Pas de dogme, une herméneutique constante. Tout à fait. Et c'est en confrontant les idées, c'est en les faisant se frictionner qu'on permet, comme on aiguise son couteau, pour couper du pain, pas pour tuer l'autre, mais quand on fait frictionner ces idées, forcément, on progresse. Et c'est le principe même de la démocratie. Sinon, c'est la dictature. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai fait mon choix. Je suis allé dans différents partis. J'ai commencé chez les Verts. Et puis, je m'en suis fait exclure parce que je posais trop de questions. Ensuite, donc, je suis parti de la gauche. Puis, je me suis dit, bon, je vais aller voir un peu plus à droite. Et en fait, c'est pareil. De gauche à droite, les partis sont des machines idéologiques qui écrasent tout sur leur passage, et à commencer par la vérité. D'accord, oui, c'est ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, si je prends même les livres que vous avez édités et votre maison d'édition, le site que vous animez qui rencontre un succès énorme, c'est votre... l'impression que vous n'avez pas... Voilà, peu importe ce qui vous arrive après, si vous pensez quelque chose, si vous constatez quelque chose, vous le dites. Oui. On peut donner un exemple de cela, c'est que j'ai enquêté sur Laurent Oberton, vous savez, l'auteur de La France Orange Mécanique. Ouais. Et cela m'a valu beaucoup de soucis de la part de certains communistes de riposte laïque, voilà, qui m'ont carrément menacé de mort. Donc c'est là où ça va loin. Oui, c'est que ça va loin. Ça va beaucoup trop loin. Vous avez des menaces de mort. Alors que je les mettais même pas en cause, et c'était même des amis. Hein, vous voyez, mais ils n'ont pas considéré que je puisse faire mon métier de journaliste, et donc pour eux, anciens communistes, anciens ouvriers du livre CGT pour l'un et robespierriste pour l'autre, tout ça c'est la gauche totalitaire là pour le coup, eh bien c'est 12 balles dans la peau pour Jean Robin. Alors moi, ma seule limite, c'est la loi. Voilà, je suis un légaliste, je suis un socratiste, je boirai la ciguë s'il le faut, mais c'est ma seule limite. Et effectivement, je pense qu'en France, on souffre de beaucoup de trop de lois qui limitent la liberté d'expression, mais je m'y plie. Et ça ne m'empêche pas d'en dénoncer un certain nombre d'entre elles. Vous êtes un peu casse-cou, Jean Robin, vous n'hésitez pas, quoi. Dans une période où plus personne ne l'est, vous savez, j'ai l'impression qu'on me donne beaucoup de qualités.
Mais j'ai l'impression, moi, que je fais mon travail comme Jean-François Revel a pu le faire. Si vous relisez, par exemple, comme je suis en train de le relire, La connaissance inutile, qu'il a publié en 1988, il disait un certain nombre de vérités. Il était patron de l'Express. Aujourd'hui, Christophe Barbier, qui est l'actuel patron de l'Express, ne publierait pas le quart de la moitié de ce que disait Jean-François Revel. C'est une école dont vous sentez proche l'école enfin Raymond Aron, Jean-François Revel, etc. C'est des gens dont vous sentez, même Boudon, Bien sûr, c'est mon triptyque. C'est Raymond, vous avez cité, Raymond Boudon, Jean-François Revel, Raymond Aron. Parce que ce sont des gens qu'on qualifie un peu rapidement de droite, alors même que Jean-François Revel se qualifiait lui-même de gauche. Mais en fait, ce sont des gens qui sont attachés aux faits, avant tout. Et c'est vrai, un certain libéralisme. Boudon, qui vient de nous quitter d'ailleurs, paix à son âme, se réclamait de l'individualisme méthodologique. Quand vous lisez Boudon et que vous lisez Bourdieu, pour Boudon, vous avez affaire à un professionnel de la sociologie, et quand vous lisez Bourdieu, vous avez affaire à un professionnel de l'idéologie. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et oui, d'accord. Donc vous définiriez un peu votre... Parce que des fois, on a du mal à vous saisir. Pourtant, on voit qu'il y a une cohérence. Libéral et conservateur, ça vous irait? Par exemple, et patriote. Et patriote, bien sûr. Alors, vous êtes par exemple, je vais dire parmi les travaux que vous avez fait, vous avez écrit un livre sur Alain Finkielkraut. Oui. Et je crois même qu'il a été salué par votre objet d'étude vous a salué. Oui. Saluer votre travail. Oui, alors c'était un peu particulier parce que c'est le seul livre sur Alain Finkielkraut et je l'ai commis en 2008. Ça m'a pris un an, donc j'ai tout lu ce qu'il avait écrit. Le titre, c'est La position du missionnaire. Voilà, La position du missionnaire. Pourquoi? Alors parce qu'il avait été qualifié de missionnaire par un responsable du Monde qui s'appelle Nouchi d'ailleurs. D'accord. J'ai oublié son prénom. Alain Finkielkraut décrypté. Alain Finkielkraut décrypté. Aux éditions Tatami. Aux éditions Tatami. Et c'était un livre, non pas à décharge, parce que c'est pas mon genre. Donc j'ai relevé quand même un certain nombre d'erreurs factuelles qu'il aurait commises, selon moi, ou un certain nombre d'erreurs même. Par exemple, il défend la loi Guesso, moi je suis contre. Bon. On a déjà eu des discussions là-dessus, Jean Robin. Tout à fait. Oui, parce que c'est en même temps cohérent avec tout ce que vous avez dit. Voilà, j'essaye d'être cohérent. J'ai une position plutôt à l'américaine avec le premier amendement à ce sujet-là. Vous analysez très bien d'ailleurs les mécanismes de la censure. Vous pourrez peut-être nous en toucher un mot. Oui, c'est le cœur de mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai commis un autre livre qui s'appelle Dictionnaire des débats interdits mais légaux, qui démontre très bien, je pense, Tatami, toujours. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, je suggérais mes livres à d'autres éditeurs, et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas très très bien par le passé, sinon je vous aurais soumis mes livres, mais je me suis rendu compte que tous les éditeurs à qui je soumettais les livres les refusaient les uns après les autres. Donc, au bout d'un moment, j'ai édité chez moi. Et ce livre, Dictionnaire des débats interdits mais légaux, démontre bien que, bon, certes, il y a une loi qui est coercitive au niveau de la liberté d'expression, mais souvent, le plus souvent même, c'est carrément la morale que chacun a intériorisée qui nous empêche de défendre des positions et même le principe du débat sur certaines questions, comme l'avortement. Je prends cette question. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun débat. Il n'y a pas de possibilité de débat. On est toujours dans la caricature où on schématise à outrance, par exemple, même sur n'importe quoi. Qu'on soit pour ou contre, même le débat sur le mariage. Oui. Récemment, il n'y a pas eu vraiment de débat. C'était une caricature. Évidemment, puisque alors là, Hitler revient en force, puisque on le met à toutes les sauces, on le banalise d'ailleurs, mais comme on est de gauche, on a le droit. Et pour ce débat sur le mariage pour tous, vous avez Jean-Michel Ribes, qui a quand même osé dire à Brigitte Bardot sur une radio que un papa et une maman, ça a quand même donné Hitler. Ouais, quand on en est là, c'est vraiment grave. Et ça ne choque personne. Vous avez commis aussi un autre ouvrage vraiment passionnant, et nos auditeurs pourront être très sensibles à ça. C'est Entre la haine et l'espoir, toujours chez Tatami, c'était en 2011. Tout à fait. Parlez-nous de cet ouvrage, parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un ouvrage fondamental, et je suis très triste qu'il ait été complètement boycotté par les médias cette fois. Alors, il n'y a pas eu un mot, sauf par Alexandre Delval, très courageux, qui a écrit un très bon papier dans François, Feu François. En fait, c'est un livre qui est fait uniquement grâce au travail de Memri, cette formidable organisation qui travaille, vous savez, sur les discours qui sont tenus à la télévision arabe et iranienne, notamment sur les juifs, sur les femmes, sur la laïcité, sur les libertés.
Quand on lit ce livre, on se rend compte, parce qu'on a fait une sélection, ils nous avaient envoyé énormément d'extraits et ils font un travail énorme, mais on a sélectionné vraiment les pires dans l'antisémitisme, la justification du génocide. Les pires déclarations. Les pires déclarations, vous avez... Sur quelle chaîne? Vous avez même Al Jazeera. Oui, mais des chaînes que dans les banlieues, on reçoit. Alors c'est ce que j'allais vous dire, c'est que précisément, non seulement on les reçoit, mais sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Vous savez, le CSA impose des moins de 18 ans. Etc. Là, il n'y a rien du tout. Vous les avez en direct dans la langue, évidemment, du pays, que certains dans nos banlieues comprennent parfaitement. Et puis, surtout, sans... le contexte historique propre à l'Occident que dans des pays comme le Qatar, la Shoah, on ne connaît pas. Hein. Donc, ce qui permet de dire... Dans des pays aussi dans lesquels Mein Kampf est un best-seller. Mein Kampf, les protocoles des sages de Sion, alors là, vous pouvez y aller, vous les avez tous. Jean-Robin, le temps coule vite en compagnie. J'aimerais quand même, puisqu'on parle de l'Iran, vous avez un ennemi sur la toile qui est particulièrement virulent à votre égard. Qui est un agent iranien, qui est payé par l'Iran pour faire son travail abject de haine antisémite et antisioniste. Et nazi. Alors, il revendique même. Alors là-dessus, là-dessus, je vois bien une généalogie. Il s'agit de ce pseudo-intellectuel Alain Soral, qui donc, lui, avec Dieudonné, etc., est payé directement par l'Iran. Qu'est-ce que c'est que est-ce qu'il a vraiment, selon vous, un écho? Est-ce que justement, est-ce qu'il faut lui bénéficie de la liberté d'expression, justement? Et pourtant, puisque vous parlez d'Aguisso, et pourtant, est-ce qu'il avait un véritable écho? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On voit des caricatures sur son site qui sont enfin plus que clairement antisémites, qui carrément, alors pour le coup, rappellent Grégoire pendant la guerre ou je suis partout. C'est même, ça va même des fois un peu au-delà. Malheureusement, il n'a pas le talent de Brasillac ou de Céline. Donc c'est vraiment parce que des fois il y a un syllogisme qui veut Céline était antisémite, je suis antisémite, donc je vais être aussi génial que Céline. Mais malheureusement, là, c'est l'antisémitisme sans le génie. Tandis que des fois, Céline, c'est au moins le génie. On peut faire abstraction d'antisémitisme si vraiment on adore le voyage au bout de la nuit. Mais Alain Soral, il n'y a que de l'antisémitisme. Alors justement, moi, déjà, en préalable, je dois dire que je me réjouis de la liberté d'expression totale d'Alain Soral parce que je pense qu'il fallait lire Mein Kampf en 1933, et à partir de 1923, il fallait lire Mein Kampf pour savoir à qui on a affaire. Et quand vous lisez ou vous écoutez Alain Soral, vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, il se réclame du national-socialisme, il en fait même plus... oui oui. Donc moi, j'ai regardé ces vidéos très précisément, et... il se réclame ouvertement bien sûr, du nazisme. Mais oui, il vous passe les films d'Hitler de l'époque en disant, voilà, il n'y a que le national-socialisme qui est possible pour redresser le pays. Bon. Et il a une audience de plus en plus importante, avec son comparse de données qui triomphe dans toute la France, d'ailleurs, actuellement. Enfin, triomphe, il faut voir, peut-être que les salles sont plus petites qu'on ne dit. À 5000 personnes, pour moi, c'est un triomphe quand il n'y a aucun média. Et précisément, pour moi, ça démontre que c'est la loi Guesso, vous voyez, qui a fait de Forisson, de Soral et de Dieudonné des stars internationales, parce qu'ils avouent eux-mêmes, d'ailleurs, être financés par l'Iran. Là, c'est pas une accusation. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez légaliste. Des fois, il faut peut-être, justement, dès qu'il y a incitation à la haine, comme c'est le cas chez Soral ou même Forisson et des gens comme ça, mettre une limite. Oui, alors moi je ne suis pas député, donc c'est pas moi qui fais la loi, mais je ne vais pas empêcher évidemment la loi de s'appliquer. Je constate qu'elle n'est pas appliquée et je m'en réjouis parce que ça permet aux gens qui le souhaitent de voir que l'antisémitisme est très virulent, notamment dans les banlieues françaises, qui a une audience, je veux dire, chaque vidéo de Dieudonné monte à plusieurs millions de visionnages. Il faut le savoir, c'est important, parce que derrière, il y a des gens, il y a des êtres humains qui écoutent tout ça, Shoah Nana, etc. Oui, c'est ça, c'est absurde. Mais c'est abject, moi je dirais même. Oui, c'était Shoah Nana, c'est quoi? Et en fait, son prétexte, c'est de dire, voilà, la Shoah est intouchable, donc on va la désacraliser. Très bien, mais de là à faire chanter tout le monde Shoah Nana... Non mais quel grotesque. Oui. Ok. Il nous reste 1 minute. Donc, je rappelle, Jean-Robin, que vous êtes auteur, éditeur et journaliste. On peut aller voir les livres dont on a fait un petit peu... on a parlé de certains que vous éditez sur le site de votre maison d'édition. Tout à fait. Et www.tatami.fr. Vous animez une revue donc, qui est Enquête et débat, tout à fait. Qui est donc prolongement naturel de votre réflexion, dites-vous. Exactement. Et voilà, donc je vous remercie infiniment d'être venu. C'est moi.
Et je rappelle, donc vous avez même sorti récemment, vous êtes un peu kamikaze, le livre noir de l'islam. Tout à fait. Vous êtes sur Judaïque FM, 94.8, David à la technique, une émission de David Reynard, la revue des revues. Et je vous remercie infiniment. Recevez Jean Robin.